Bienvenue sur l'allumeur de réverbère. Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour un nouvel épisode des podcasts de l'allumeur de réverbère. Je suis Georges Brites et aujourd'hui c'est moi qui animerai cet épisode, le premier d'une série de 2 podcasts consacrés à un pays, la Mauritanie, et à une question qui s'y développe depuis plusieurs années déjà, à savoir la place des Haratines, des descendants d'esclaves dans la communauté maure, communauté arabo-berbère. Pour rappel, la Mauritanie est une ancienne colonie française située en Afrique de l'Ouest et couverte en grande partie par la bande sahélienne. Au sud, le fleuve Sénégal qui fait frontière avec le pays du même nom. Au nord, le désert du Sahara. Le pays, bien qu'immense, avec plus d'1 million de kilomètres carrés, est peuplé de seulement 4 millions d'habitants, dont un quart se concentre dans la capitale Nouakchott, construite au bord de l'océan Atlantique après l'indépendance. Pour mieux comprendre la composition ethno-linguistique du pays, je vous renvoie vers l'épisode 15 de nos podcasts qui rentrait dans le détail et décortiquait le contexte intercommunautaire mauritanien. De façon un peu schématique, on peut quand même rappeler que la population mauritanienne compte plusieurs communautés linguistiques et culturelles. On peut citer tout d'abord le groupe des Maures, qui sont des Arabes-berbères, pour reprendre le mot de l'écrivain algérien Yasmina Khadra. Ce groupe parle essentiellement le hassania, une variété de la langue arabe. Il est largement sédentarisé aujourd'hui, mais il descend d'une longue tradition nomade autour du commerce caravanier et de l'élevage des dromadaires. Cette communauté, ou du moins certains de ses membres, par le biais de l'institution militaire, contrôle l'essentiel du pouvoir politique et économique du pays depuis plusieurs décennies. En plus du groupe des Maures hassanophones, on peut citer des communautés dites négro-mauritaniennes, qui sont des populations noires, les Peuls que l'on trouve un peu partout en Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale, de la Guinée jusqu'au Soudan et à la Centrafrique par exemple, les Wolofs que l'on trouve notamment au Sénégal et en Gambie, les Soninké et les Bambara qu'on trouve également dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Sénégal, la Gambie, etc. Chacun de ces groupes tend à s'affirmer politiquement dans des contextes de communautarisation, mais ils ne sont pas vraiment homogènes socialement. Les Maures, par exemple, sont constitués de plusieurs tribus qui se sont fait la guerre par le passé et qui peuvent rivaliser dans la Mauritanie contemporaine pour l'accès au pouvoir. Par ailleurs, chacune de ces communautés est caractérisée par un système de castes ancien qui détermine par exemple les liens familiaux et les mariages. Enfin, chacun de ces groupes a pratiqué, voire pratique encore, l'esclavage. L'esclavage pratiqué chez les tribus maures ayant cela de spécifique qu'il concernait des populations noires dont la couleur de peau pouvait donc constituer une distinction d'avec les maîtres. Nous en verrons les subtilités dans cet épisode. De manière générale, rappelons que des recherches récentes ont mis en lumière, parallèlement au commerce transatlantique des esclaves vers l'Amérique et l'Europe, une traite orientale à destination du monde arabo-musulman et qui s'est étalée sur plus de 13 siècles. Elle aurait fait plus de 17 millions de victimes si l'on en croit les travaux de l'historien français Olivier Pétré-Grenouillot, spécialiste de l'histoire de l'esclavage. Il aurait existé également une traite intra-africaine qui aurait fait quant à elle autour de 14 millions de déportés, mais ce chiffre est déjà un peu plus incertain et flou parce que même si il est clair que cette traite a permis d'alimenter en esclaves les sociétés africaines autochtones, elle a également probablement contribué à alimenter les 2 autres traites, celle vers l'Amérique d'une part et celle vers le monde arabo-musulman d'autre part. En Mauritanie, depuis quelques décennies, un groupe, celui des Haratines, des Noirs descendants d'esclaves au sein de la communauté maure, mais culturellement rattachée à cette dernière, tend à s'affirmer comme une communauté à part entière autour d'un discours politique revendicatif et anti-esclavagiste. C'est justement sur cette dynamique et sur cette évolution-là que nous allons nous attarder dans cette série de podcasts. Ce sujet nous semble central, pas seulement pour la Mauritanie, mais pour l'avenir du Sahel en général. À la fois en raison du poids démographique des Haratines, il n'existe pas de statistiques officielles, mais ils sont généralement estimés entre 40 et 50% de la population, ce qui en ferait le groupe le plus important du pays, et la tendance est plutôt à la hausse compte tenu de la natalité. Mais ce sujet nous semble également central parce qu'il comporte l'enjeu de la justice sociale et de la répartition des richesses dans une région marquée par un accès de plus en plus tendu aux ressources naturelles, du fait de la désertification et d'une économie extractiviste qui détruit les écosystèmes. Sur les enjeux écologiques et d'accès aux ressources, je vous renvoie à l'épisode 3 des podcasts de l'allumeur de réverbère qui traitait justement ce sujet. On trouve l'équivalent du groupe des Haratines, c'est-à-dire des descendants d'esclaves issus de la traite orientale, dans la plupart des pays de la région, même s'ils y représentent un poids démographique moins important. Les Touaregs les désignent par exemple sous le terme de Azégaï, Izégaï au pluriel. On trouve de telles communautés au nord du Sénégal, au sud du Maroc et jusque dans la péninsule arabique, au Yémen par exemple avec le groupe Al-Akhdam, aussi appelé Al-Muhammashin. La question haratine peut donc être éclairante à une échelle sous-continentale.
À travers ce sujet, l'idée est aussi de questionner les relations intercommunautaires dans leur ensemble et les inégalités sociales en Mauritanie, puisque la condition sociale des Haratines et leur difficulté à faire valoir leurs droits de citoyens portent les stigmates de l'esclavage et du racisme. Pour démarrer ce podcast sur un ton un peu pédagogique, nous retrouvons l'anthropologue spécialiste de la Mauritanie, pays dont il est originaire, le professeur Abdelwedud Ould-Cher, qui avait déjà introduit le podcast consacré aux relations intercommunautaires et à l'État-nation. Il nous avait reçus chez lui, dans la commune de Levallois-Perret, en région parisienne, en France, le 3 septembre dernier. Je vous laisse avec lui pour un premier élément d'explication sur ce que recouvre le terme esclavage dans l'histoire et le contexte mauritanien, en comparaison avec d'autres systèmes de servitude qui ont pu exister dans d'autres sociétés et à d'autres époques. Bonne écoute. Vous avez raison de souligner qu'il y a quand même des spécificités par rapport à ces formes d'esclavage que vous signaliez, les mines du Lorient en Grèce ou la Louisiane des années 1850. Donc c'est des configurations qui sont effectivement assez éloignées parce que là on parle, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, de l'esclavage plutôt domestique. Bien qu'en Mauritanie, il y a eu quand même quelques indications aussi sur d'autres formes. Par exemple, à l'époque de la collecte de la gomme et du commerce de la gomme qui était important dans la Mauritanie précoloniale ou coloniale, il y avait des groupes d'esclaves qui étaient regroupés pour aller collecter la gomme pour leur maître. Mais en gros, l'esclavage était surtout associé à des activités domestiques, effectivement familiales, quoi. Ça, si je parle de la communauté maure, hein, parce que les maures étaient pour l'essentiel des nomades. Donc ça, déjà, ça ne favorise pas une intensité démographique considérable de possession d'esclaves. Et ces esclaves étaient utilisés principalement à des fins donc, de gardiennage de bétail et d'activités domestiques au sein des familles, c'est-à-dire la cuisine, les travaux domestiques qu'on peut infliger à une personne pour se faire servir, si vous voulez simplement. Mais une partie de ces esclaves, ou anciens, qui étaient plutôt généralement là, anciens esclaves, étaient également affectés à l'agriculture dans des zones plus méridionales de l'espace maure, où ils acquéraient une sorte d'autonomie relative, tout en dépendant fondamentalement de leurs anciens maîtres, parce que la terre elle-même était une propriété tribale, et donc ces anciens esclaves étaient eux-mêmes sur des zones qui n'étaient pas censées être les vrais propriétaires. Donc on pouvait avoir des groupes d'esclaves sédentarisés, mais qui dépendaient donc de maures, eux, qui étaient plus mobiles. De nomades, absolument. On avait ce cas de figure qui était très répandu jusqu'aux années 60. Hein. C'était avant la sécheresse, disons, début des années 70. Ce qu'on appelle les Adabaï, les villages haratines, c'est déjà de l'époque... Ça date d'avant, oui, ça date. Et on a même quelques chroniques de bagarres tribales qui sont nées, de conflits entre agriculteurs se réclamant de tribus différentes, mais qui étaient sur des espaces territoriaux réputés être des espaces tribaux. Donc, mais ça, c'était l'amorce aussi d'un mouvement de séparation de ces anciens esclaves d'avec leurs maîtres, quand même progressivement, parce que géographiquement, ils étaient installés dans des zones relativement éloignées et ils ne voyaient leurs anciens maîtres que de temps à autre qui venaient réclamer une partie de leur récolte ou des choses comme ça. Bien que dans leur tête, la plupart du temps, ces gens étaient encore assez dépendants de leurs anciens propriétaires, parce que beaucoup de démarches islamiquement acceptables dépendaient aussi de ces anciens maîtres, y compris mariage, héritage, cession commerciale, sorte de choses qui nécessitaient, pour être estampillé légal, d'être lu à travers la grille, dont les maîtres étaient les contrôleurs, en quelque sorte, parce que c'était eux qui savaient. Et concrètement, par exemple, les groupes d'esclaves dans les Adabaï, qui travaillent la terre, par exemple, devaient un tribut à leur maître. Et comment c'est un peu cette relation de dépendance ? La plupart du temps, c'était un peu comme des métayers, si vous voulez, comme... Ça fait penser un peu au servage en Europe. Un petit peu, bien qu'éloigné, si vous voulez. La plupart du temps, les maîtres étaient quand même assez loin. Et il n'y avait pas des corvées comme on pouvait en imposer dans le servage royal européen. Il n'y avait pas des mobilisations qu'on pouvait imposer pour certains types de travaux, ou des choses comme ça. C'était surtout un prélèvement sur leur activité agricole qui était la marque de cette suggestion. Avant l'indépendance, est-ce qu'il y a eu des périodes où, par exemple, le climat a été favorable de sorte à ce que ces communautés d'esclaves, en fait, prospéraient Absolument. Il y a eu, en tout cas, la période la plus prospère,
récente, c'est celle début des années 50, parce qu'il y a eu un cycle de pluviométrie là, qui était, en tout cas je parle de la région que je connais le moins mal, celle du Trarza, où il y a eu une pluviométrie, y compris hivernale, enfin de la saison fraîche, qui était assez remarquable. Et à cette époque-là, quand les nomades eux-mêmes peuvent vivre de leur bétail de manière assez décontractée, ils sont moins prédateurs sur leurs anciens dépendants. Et d'ailleurs, ils détestent ces régions humides qu'ils considèrent comme très mauvaises pour leur santé, etc. Donc ils s'en tiennent plutôt à l'écart. Et dans ces années-là, il y avait une sorte de pacification, c'est ce que Jean-Louis Triot appelle la colonisation heureuse. C'est-à-dire un moment où il n'y avait plus de razzia, il n'y avait plus de... Bon, la prédation fiscale de la colonisation elle-même était modérée relativement. Et la pluviométrie faisait qu'à la fois les éleveurs et les agriculteurs pouvaient chacun trouver un peu son compte dans cette affaire. Surtout que ça succédait à une période, elle, par contre, extrêmement pénible, celle des années 40, 41, 42, 43, qui étaient des années de famine, parce qu'il y a eu une sécheresse très, très forte là, pendant ces années-là, et ce qui a favorisé d'ailleurs un premier mouvement de séparation aussi des esclaves, sans doute, d'avec leurs maîtres nomades. Et le mouvement de sédentarisation très important qu'on va observer, ou d'exode rural, à partir des années 70, avait déjà commencé. Il y avait une première vague dans ces années 43, 44, 45. Là, vous avez parlé de l'esclavage dans la communauté maure. Les autres communautés, est-ce que l'esclavage existait? Est-ce que ça prenait des formes différentes? Oui, il semble bien que l'esclavage existait dans ces communautés. On a d'ailleurs jusqu'à présent des mouvements qui luttent, chez les Soninké notamment. Je ne sais pas, vous avez eu la presse sans doute, qui fait état de conflictualité autour de contrôle de mosquées. On a les mêmes phénomènes chez les poularophones, notamment le village de Mbumba. J'ai un collègue qui a un peu travaillé, c'est qui était l'ancien centre important de l'Almamia du Fouta Toro, où il y a ce même type de compétition autour, notamment par exemple du contrôle de la mosquée, du fait que est-ce qu'un ancien esclave peut devenir imam, des choses comme ça. Donc on a des indices qui montrent qu'il y avait un esclavage important dans ces communautés. D'ailleurs, les Soninké particulièrement passaient pour être des intermédiaires du commerce des esclaves assez important, parce qu'ils sont parmi les plus anciennement islamisés, et ça leur donnait une sorte de priorité et de légitimation possible pour mettre en esclavage des gens qui n'étaient pas musulmans, parce que c'était le prétexte essentiel. Mais la colonisation a commencé dans ces communautés-là par rapport aux bédouins sahariens, qui étaient plus difficiles à contrôler, plus difficiles à encadrer. Comme la colonisation relativement ferme a commencé dans les années 1890 dans la vallée du Sénégal, disons qu'entre 1890 et 1910, à peu près l'essentiel de l'esclavage de type traditionnel avait commencé à être éradiqué dans ces zones-là. En tout cas, c'est la forme d'un contrôle personnel direct important. Mais les statuts sont restés, et on avait encore des conflits fonciers, par exemple, jusqu'à y compris les aménagements du fleuve Sénégal récents, dans celui du Gorgol par exemple, où on avait des superpositions de droits qui étaient liées à ces questions de statut servile ancien. Et donc vous avez des restes de ces phénomènes, mais moins importants, je crois, dans la société maure. Aussi pour des raisons liées au fait que les patronymes sont souvent les mêmes, la configuration ethno-physique est à peu près la même, c'est-à-dire que tout le monde est noir, etc. Alors que chez les Maures, vous avez une différence parfois assez notable entre les anciens esclaves qui sont plutôt noirs et leurs maîtres, leurs anciens maîtres qui sont d'une coloration plus light, on va dire. Chez les Maures, vous avez évoqué le fait qu'on pouvait observer des groupes séparés avec par exemple des esclaves qui travaillaient plutôt la terre et leurs maîtres qui pratiquaient le nomadisme et qui étaient plutôt sur l'élevage. Il y avait aussi de l'esclavage domestique, vous l'avez dit. Donc il y avait des familles qui vraiment vivaient avec les familles maîtres. Absolument, qui nomadisaient avec leurs maîtres et qui étaient notamment chargés, par exemple, le puisatier. Est-ce qu'il y avait des séparations des hommes et femmes? Parce que par exemple, on va revenir après dessus, une explication qu'on m'avait donnée, c'est que l'esclavage sexuel, par exemple, n'existait que chez les Maures, pas dans les autres communautés. À mon avis, pour l'expérience que j'en ai, parce que là je parle comme un vieux qui a un peu observé ça depuis très longtemps, enfin qui est né là-dedans en quelque sorte, ce qu'on dit sur les abus sexuels des maîtres morts sur leurs anciens esclaves, chez les nomades, à mon avis, c'était un phénomène sans doute extrêmement marginal pour ce que j'ai pu en connaître. Et d'ailleurs, il y a un historien anglais, plutôt américain, qui s'appelle Charles Stewart, qui a fait une thèse sur un certain Chersidia, ça s'appelle Islam and Social Order in Mauritania. Il disait que le fait de pratiquer l'allaitement entre esclaves et maîtres était un frein, qui était d'ailleurs recherché, pensait-il, je crois qu'il n'est pas tout à fait idiot comme hypothèse,
Parce que ça engendre de l'interdit sexuel. C'est-à-dire les gens qui sont frères de lait ou sœurs de lait ne sont pas des partenaires sexuels normalement acceptables. Que la femme esclave allaitait l'enfant du maître et son enfant. Voilà. Et donc, comme beaucoup de gens étaient dans cette configuration un peu casse de l'oncle Tom, de très grande proximité, avec cette sentimentalité ambiguë, où à la fois on est proche tout en ayant un statut différent, fait que ça a atténué aussi le côté très brutal de ces relations. Dans toutes les communautés, l'esclavage trouve une justification religieuse. Principalement, oui. C'était en réalité... Il y a quelques années, il y a Biran Abeid, donc qui est un militant anti-esclavagiste qui avait brûlé des livres du rite malékite, c'est ça ? Oui. Donc c'est vraiment dans le rite malékite qu'on trouve cette légitimité un peu de l'esclavage. Non, dans le Coran, il y a déjà une présence assez nette de la... Il n'y a pas une interdiction claire de l'esclavage dans le Coran. Ah non, le Coran contient des passages qui sont clairement affirmatifs de l'existence de l'esclavage. Donc les juristes musulmans n'ont pas eu trop de mal à tirer de ça et de la tradition prophétique qu'on appelle la sunna des arguments suffisants pour dire l'esclavage est une institution islamiquement tout à fait convenable et ne pose pas de problème. Mais il y a quand même une législation musulmane. Hein. C'est pas on ne fait pas n'importe quoi en islam du point de vue législatif. Oui, il y a des règles. Il y a des règles. Et donc les juristes musulmans, y compris Sahari à mort, se sont posé beaucoup de questions, parfois sur la légitimité de cet esclavage, sur la manière de traiter les esclaves, sur toutes sortes de sujets qui ont en rapport à ces questions. On a toute une littérature considérable sur l'affaire. Hein. Il y a quand même une justification théologique principale qui est celle de la capture d'ennemis dans le contexte d'une guerre légale musulmane, jihad estampillé, pas décrété par n'importe qui. Il faudrait que ce soit un dirigeant légitime musulman qui les déclare pour que ce soit une guerre légitime contre des populations non musulmanes et qui ne soient pas ni chrétiens, ni juifs, ni zoroastriens, qui ont droit à le respect éventuel de leur foi s'ils acceptent de payer une taxe spéciale qu'on appelle la jizya. Mais ça, c'est une fiction juridique en réalité, parce que c'est la tradition qui gouvernait cette affaire et la transmission se faisait en lignée utérine depuis des générations, sans que les gens se posent des questions là-dessus, outre mesure, sur le fond de légitimité, si vous voulez, du statut. Mais on a assisté avec la tentative d'abolition par les militaires en 81 de l'esclavage, quand ils ont commencé à poser des questions aux fuqaha de Mauritanie, de leur demander leur avis, et on a vu ressurgir ces types de légitimation et la liste de ceux qui, et ces fuqaha, pour la plupart, étaient hostiles à l'abolition, en disant non, c'est dans nos textes, y compris dans, par exemple, le Mukhtasar de Khalil, brûlé par Biram, dont le dernier chapitre, effectivement, c'est le manuel de jurisprudence théologie musulmane le plus pratiqué dans la région. C'est son dernier chapitre, traite de l'esclavage en précisant toutes les conditions de manumission, etc., de vente, toutes les conditions qui permettent de mettre en esclavage et d'abolir, d'en finir avec le statut servile. Tout à l'heure, vous avez mentionné les razzias. Sous quelle forme se faisait l'acquisition d'esclaves ? Moi, d'après ce que j'ai observé, en tout cas dans la littérature que j'ai consultée, les enquêtes que j'ai pu mener, là aussi, je crois on surfait parfois l'importance de la razzia comme facteur d'asservissement. Il a pu exister pas mal d'esclaves razziés, et je pense que ça doit s'affoler un peu dans des périodes de crise, crise climatique, crise guerrière, épidémie, il y a des tensions sur les ressources qui s'aggravent. De toute façon, là, la razzia elle-même s'affole un petit peu, et donc c'est un peu l'anarchie qui s'étend. Et ça devient la loi de la jungle, ce qui est de plus en plus. Mais en temps ordinaire, quand le climat est à peu près comme il l'est d'habitude, quand il n'y a pas une épidémie ou une épizootie grave, la razzia entrait dans des phénomènes de rétorsion, de règlement de compte entre groupes tribaux. Et même si potentiellement, pour les morts en particulier, la plupart des morts anciens, une personne de couleur noire était spontanément quelqu'un qu'on considérait comme potentiellement transformable en esclave. Et que les gens ne se privaient pas, quand ils pouvaient, de rapter ou d'enlever des enfants isolés ou des bergers de troupeaux. C'est des adages qui circulent un peu chez les communautés Peul, par exemple, de dire pour les enfants, il faut faire attention, de pas si on voit un adulte mort qu'on ne connaît pas, etc. C'est un héritage de ça, justement ? Oui, tout à fait. Et c'est un cliché, un stéréotype qui est basé sur quelque chose, sans doute. Comme tous les clichés, ça signifie quelque chose, souvent. Donc, la razzia a pu jouer, mais je dirais que ce n'est pas le rôle principal. Je crois que c'est le commerce qui est le facteur principal. Et on parlait tout à l'heure, avant de commencer cet entretien, de Tichit et les guerres d'Al-Hajj Omar et de Samori Touré à la fin du 19e siècle, alors que le marché
marché des esclaves atlantiques avait cessé d'exister, ont fourni une quantité très importante de nouveaux candidats à l'esclavage pour les zones du commerce transsaharien. Et cette universitaire canadienne dont je parlais tout à l'heure, Anne McDougall, dans sa thèse Egypt Salt Industry, qui concernait le commerce du sel à travers le Sahara, a montré que par exemple la bourgade de Tichit, qui aujourd'hui a une centaine ou 200 d'habitants, pas grand monde, qui est située en bordure d'une sorte d'ancien lac qui est devenu une poussière de sel, qui par l'état, les vents de fin de saison sèche poussent pas mal de poussière salée sur les régimes de date en formation, oblige à monter sur chaque palmier pour le jeter un seau d'eau pour empêcher, justement pour atténuer cette inhibition des régimes de date. Et donc ça demande une main-d'œuvre assez importante. Et McDougall suggère que les guerres de Samori et de Hajj Omar ont pu fournir une main-d'œuvre importante à cette époque-là pour Tichit, par exemple. Et je crois que anciennement, on a des indices aussi sur le commerce transsaharien des esclaves, qui a été sous-estimé pendant un certain temps à cause de la focale mise sur le commerce atlantique des esclaves, dans des enjeux politiques, anticoloniaux. Enfin bon, il y a tout un travail qui a été fait et on a aggravé, donné des chiffres parfois fantasmatiques sur 100 millions de gens transférés, qui ont été revus par les historiens un peu sérieux, comme un certain Philip Curtin, qui a revu un petit peu ces chiffres-là. Sur le commerce transatlantique... On est sur 11-12 millions, je crois. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est Curtin qui a remis ça un petit peu... Le commerce transsahara, on est plus sur 14-16 millions, je pense. Oui, même une vingtaine parfois. Et c'est plus long dans le temps. C'était aussi brutal et même parfois plus brutal, parce que la pratique, par exemple, de la castration, le fait d'amener des enfants ou des femmes tout petit, la caravane, par exemple, que Ibn Battuta a accompagné dans les années 1350. Il parlait de, je crois, de 500 ou 600 esclaves amenés de la région de Gao vers Sidi Massa, vers la frontière du Maroc actuel. Donc, c'était des flux qui n'étaient pas négligeables du tout, qui ont pu toucher notamment l'espace mauritanien. Mais là aussi, je suis un peu intrigué par le fait qu'il n'y a rien qui ressemble dans la littérature historique, en tout cas, à un marché d'esclaves en Mauritanie. On n'a pas l'impression, même si les Portugais évoquent aussi l'achat de plusieurs dizaines, voire centaines de personnes à Arguin au tout début de la présence portugaise, à partir du milieu du XVe siècle. Donc ça, c'est des gens qui étaient vendus par les morts, sans doute. Mais je n'ai pas l'impression, dans la littérature que je connais, qu'il y ait eu, un rôle massif de la population morte dans le commerce des esclaves transsahariens lui-même ou côtiers sahariens. Même si l'esclave, encore une fois, c'est le commerce, je crois, qui était le pourvoyeur principal des esclaves dans la communauté morte. Dans son ouvrage Nouakchott au carrefour de la Mauritanie et du monde, publié en 2011 aux éditions Cartala, la géographe Armelle Chauclin nous explique comment la société maure traditionnelle a pu revisiter, voire inventer et entretenir un mythe fondateur de l'esclavagisme sur la base de la religion islamique. Pour ce faire, elle reprend le terme bidan, qui vient probablement de l'arabe bayadoun et qui désigne les nobles maures blancs de peau, voire toute personne qui appartient à la culture maure et en parle la langue, le hassania. Dans une note de bas de page, au premier chapitre, page 50, voici ce qu'elle nous écrit. L'idéologie populaire justifie, entre guillemets, religieusement l'esclavagisme. Le mythe fondateur rapporte que le père des Haratin, donc les descendants d'esclaves, et le père des Bidan, donc les morts, étaient frères. Alors qu'ils voyageaient ensemble, portant chacun un Coran, il se mit à pleuvoir. Le père des Bidan aurait alors placé son Coran sous son aisselle afin de le protéger, tandis que le père des Haratin l'aurait disposé sur sa tête pour se protéger lui-même de l'eau. L'encre du manuscrit aurait coulé, le noircissant à jamais, et accomplissant une punition dictée par Dieu, son frère Bidan le réduisit en esclavage. Ce mythe serait inspiré de la malédiction biblique de Cham. Fin de citation. L'esclavage chez les morts, est-ce qu'on peut le résumer à une affaire de couleur, de race ? C'est pas si simple, effectivement, même si c'est quand même le fond de l'affaire repose sur quelque chose, parce que il y a un racisme traditionnel maure qui repose sur cette opposition noir-blanc. Les Maures se considérant eux-mêmes comme blancs, généralement en regardant avec dédain les Noirs et considérant que un Noir est potentiellement trans. Il y a plein de clichés racistes maures qui, avec parfois cherchant même des justifications dans la poésie arabe ancienne, dans le Mutanabi, etc. Mais la couleur elle-même
lui-même ne suffit pas à définir l'affaire. Il y a effectivement d'abord des Noirs qui possèdent des esclaves, ça existe. Il y a aussi des esclaves qui ne sont pas plus noirs que leurs maîtres, notamment chez une tribu assez importante d'anciens propriétaires qui s'appellent les El-Barikalla, qui ont beaucoup de haratines de couleur à peu près la même que celle de leurs anciens maîtres. Et on a aussi beaucoup de familles très importantes, des familles d'émirs ou de chefs tribaux ou de chefs religieux qui sont très métissés et qui sont aussi noirs que leurs esclaves. Donc, entre les clichés racistes sur le noir, son odeur, son ceci, sa paresse, tous les clichés qu'on peut associer, et le fait que par ailleurs, il y a beaucoup de choses dans la société qui ne collent pas tout à fait avec ça, il faut donc se méfier de mettre trop l'accent sur ce facteur comme étant le principal facteur de discrimination à l'intérieur de la société maure, en tout cas. Tout à l'heure, vous avez évoqué les phénomènes climatiques qui ont causé une séparation entre beaucoup d'esclaves et leurs maîtres. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus puis expliquer un petit peu en fait, par quelle voie de conséquences la sécheresse a amené justement cet effet-là ? C'est relativement simple. Bon, c'est un fonctionnalisme peut-être un peu sommaire, mais quand chez les nomades, les gens vivent de troupeaux, si les troupeaux sont décimés, il n'y a plus rien pour vivre, donc leurs esclaves s'en vont. Parce que simplement, c'est ce qui est arrivé en tout cas en 42-43 pour beaucoup de gens, des milieux que je connaissais moi-même d'assez près, dont une bonne partie des esclaves sont partis à cette époque-là parce que simplement ils allaient mourir de famine. Et les gens dans les campements eux-mêmes n'avaient ni vêtements, ni de quoi se nourrir, ni plus rien. Donc les troupeaux étant décimés, les gens partent. Ce qui est arrivé aussi en 70, à la fin des années 60. Et je crois d'ailleurs que les abolitions faites par les autorités ne sont qu'une ratification au fond, une sorte de ratification d'une séparation qui a été réalisée déjà par les climats. Et donc le gros, en tout cas dans le Trarza en particulier, mais ça a été observé jusqu'à la Saba et même plus loin, il y a eu une descente de ces isoïettes, de ces lignes, si vous voulez, de pluviométrie de quelques 300 km ou quelque chose comme ça, qui ont fait que les troupeaux ont été décimés et les gens ont quitté, sont partis s'établir. Et dans ce contexte nouveau, là, il y a des villes. À l'époque, il n'y avait pas de villes par lesquelles se réfugier. En 42-43, il y avait des petits villages mais qui ont accueilli un peu de monde. Mais pas autant que ce que Nouakchott et les villes créées le long de l'axe routier qui va jusqu'à Néma ont pu offrir à des réfugiés du climat. Et surtout Nouakchott a accueilli un flot considérable. Et les possibilités également d'emploi, parce que dans l'armée, il y a eu aussi la conjoncture de la guerre du Sahara, qui était une opportunité pour pas mal de gens, Haratin notamment, de se faire employer comme soldats de base. Et les emplois plus ou moins hasardeux qu'on peut trouver dans les villes comme domestiques, petits employés des artisanats urbains comme les maçons, électriciens, apprentis mécaniciens, vendeurs d'eau, enfin toutes ces choses-là, qui font que le milieu urbain a offert aussi des opportunités qui n'existaient pas antérieurement. Est-ce que le travail domestique a recoupé des anciens liens justement de domination maître-esclave ? En bonne partie sans doute, en tout cas au début de la sédentarisation massive, là, parce que je crois que les anciens esclaves qui arrivaient trouvaient devant eux souvent un ancien maître ou un ancien patron. Et le plus facile pour eux, d'une certaine manière, c'est d'atterrir chez ce personnage-là. Voilà, de se mettre à son service pour avoir déjà de quoi subsister, puis peut-être se faire quelques facilités administratives pour avoir des papiers, éventuellement scolariser ses enfants, des choses comme ça. Mais je crois que petit à petit, il y a eu une séparation quand même qui s'est établie. Il y a un marché du travail domestique qui a émergé, notamment à Nouakchott, je crois, et on a assisté peut-être à un début de séparation qui va maintenant jusqu'à une préférence même pour les immigrés qui ne sont pas mauritaniens du tout. Et je crois que si on faisait une enquête sérieuse, ce que je n'ai pas fait, chez les employés domestiques, on trouverait que maintenant le marché est en bonne partie occupé par des gens qui viennent du Mali, du Sénégal et de plus loin encore. Tout à l'heure, vous avez mentionné les travailleurs haratin et esclaves en disant des fois la distinction, la frontière n'est pas très claire entre les deux. Concrètement, qu'est-ce qu'on appelle haratin ou hartani ? Et qu'est-ce que ce terme recoupe ? Ce terme, étymologiquement, renverrait probablement à quelque chose comme la couleur, justement. Mais une couleur ambiguë elle-même, parce qu'en berbère, d'après mon épouse, là, qui a un peu enquêté sur la question, il y a du vert, du bleu, du noir là-dedans. C'est pas très très net, mais en gros, ça renvoie vers une couleur sombre, quoi, si on veut. Le terme est probablement d'origine berbère, à ce qui semble. Il signifie libre ou un mot l'étymologie reçue courante. Non, il y a une étymologie
populaire et probablement fausse, qu'on retrouve dans la littérature écrite, notamment chez un historien marocain assez connu qui s'appelle Nasser Islaoui, qui a écrit un gros livre qui s'appelle Istiqsa fi akhbar dawal al-Maghrib al-Aqsa, et il émet l'idée que ça veut dire libre de seconde zone, seconde main, hor sani en arabe. Mais Mokhtar al-Hamidoun, grand lettré mauritanien aussi, auteur d'une grosse encyclopédie dont 11 volumes ont déjà été publiés, mais il en fait davantage, reprend cette étymologie, mais à mon avis, elle ne vaut pas en clou, c'est un peu... ça ne tient pas trop la route, c'est l'origine berbère qui paraît être la plus plausible, oui. Et donc, ça désigne, aujourd'hui, globalement, je crois que ça désigne plutôt un genre de statut qui renvoie plutôt vers quelque chose comme un ancien esclave, un esclave émancipé. Ce statut, on le trouve uniquement en Mauritanie? Est-ce qu'on le trouve dans le Nord Mali, au Maroc, au Sénégal, par exemple? En tout cas, au Maroc, on trouve ce terme, au Maroc et en Algérie, même en Tunisie, je crois. En tout cas, Maroc et Algérie, c'est assez sûr, parce que j'ai donc contribué un peu à une enquête qui devait associer ces deux pays, d'ailleurs, oui, avec un chercheur marocain, et donc cette chercheure canadienne dont je vous parlais tout à l'heure. Mais les Haratines ont un statut différent, là, dans ces régions du sud du Maroc. C'est un statut qui est relativement enviable par rapport à celui qui existe en Mauritanie, d'après ce que j'ai cru comprendre. Dans le sens où, foncièrement, d'abord, ils sont possesseurs. Ce sont les agriculteurs qui possèdent la terre et qui ont un statut plus élevé que qui ne possèdent pas la terre. C'est pour ça que je pense c'est un statut plus enviable. En Mauritanie, on a une idée du poids démographique des Haratines, et globalement, est-ce qu'on a une idée d'ailleurs du poids démographique de n'importe quelle communauté en Mauritanie? Non, je crois, enfin pour ce que j'en sais, c'est un vaste sujet de débat interminable et très politisé, rempli de fantasmes et de prophéties autoréalisatrices souvent. Bon, la seule chose que j'ai vue un peu sérieuse, c'est une enquête faite par un organisme qui s'appelait la MISOS dans les années 1958, qui a produit un ouvrage qui s'appelle La moyenne vallée du fleuve Sénégal. Et dans cet ouvrage, qui lui-même est assez partiel, parce qu'il a fait une enquête qui est faite sur la basse vallée, sur le bas, il donne des proportions chez les morts de cette région-là, où si je crois me souvenir que les Haratines ou les anciens esclaves et anciens esclaves étaient de l'ordre de 35% dans ces enquêtes-là. Mais aujourd'hui, on dit que ça pourrait bien être, et à vue d'œil, effectivement, on a souvent l'impression que c'est vraiment la majorité de la population morte. Beaucoup de gens, en tout cas parmi les activistes, surtout des milieux Haratines, estiment qu'ils sont la majorité des hassanophones. Je ne sais pas si c'est exact ou faux. En tout cas, il n'y a rien pour l'attester, l'affirmer. De même que les proportions de l'ensemble des hassanophones par rapport aux autres communautés. Là, on a aussi quelques chiffres issus lointainement de cette enquête-là, que Francis de Chassé, par exemple, dans ses travaux a repris en essayant de les actualiser, je ne sais plus trop comment, mais il reprend un peu les chiffres qui étaient en vigueur à l'époque coloniale, qui disaient les Pularophones sont de l'ordre de 15%, les Soninké peut-être entre 4 et 5%, les Wolofs 1 à 2% de la population mauritanienne, avec l'idée suggérée aussi par les enquêtes démographiques de l'époque que le dynamisme démographique de ces communautés noires était plus important que celui des hassanophones, peut-être pas des Haratines, mais des hassanophones, et que donc à terme on pouvait imaginer que ces proportions pouvaient connaître une évolution différente. Mais en réalité, à ma connaissance, aucun travail sérieux qui d'ailleurs se compliquerait en réalité du fait de la définition de qu'est-ce qu'un Pularophone, qu'est-ce qu'un Soninké, qu'est-ce qu'un Maure, qu'est-ce qu'un Hartani. Et ce sont des affaires assez, quand on y réfléchit d'après, pas toujours facile à décider. Donc ces proportions ethniques, c'est une affaire très controversable. Depuis quelques années, on observe un peu une émergence qui est liée aussi à la lutte anti-esclavagiste, on va dire de revendications identitaires haratines un peu distinctes de la communauté maure, avec soit des revendications politiques sur la représentation, soit même une affirmation un peu plus culturelle avec des activités comme le festival de musique Medh, par exemple. Comment vous analysez un peu ce phénomène? Comment vous voyez ça? Moi, je dirais que c'est une sorte de sous-produit des représentations et du marché politique mauritanien qui fonctionne beaucoup autour de l'ethnicité, ou en tout cas de l'ethnicité fantasmée. Et donc, je crois que pour se vendre politiquement en Mauritanie, si vous n'êtes pas d'une tribu, il faut être d'une ethnie au moins. Comme effectivement les Haratines et les descendants d'esclaves sont marginalisés, font les travaux les plus pénibles en étant les moins rémunérés, sont exclus de la vraie propriété foncière, en tout cas de la propriété légitimée, toutes sortes de facteurs qui font qu'économiquement et socialement, ils sont des marginaux, et que donc des mouvements sont nés pour porter leurs revendications. Essayer de les vendre comme une ethnie me paraît
paraît être une stratégie politiquement pas si idiote que ça. Bon, à partir de là, on essaie de bricoler probablement un profil ethnique vendable, si l'on veut, qui n'est pas d'ailleurs totalement non plus dénué de quelques formes de fondement. Quand vous parlez de le Madh, effectivement, c'est une manifestation culturelle disons, des louanges du prophète chanté, que Mariam Bab Ahmed a rapproché d'ailleurs du gospel des anciens esclaves américains. Sauf que, il faut noter quand même que le Madh n'était pas d'ailleurs totalement un monopole des Haratin, parce que par exemple, on a des indices sur le fait qu'à Walata, notamment au mois de Ramadan, les lettrés walatiens chantaient dans la mosquée du Madh ou récitaient des bouquins, notamment ou lisaient certains livres de la géographique du prophète de l'islam sur un mode récité rythmé qui ressemblait aussi un peu sans doute à cette affaire d'El Madh. Mais en gros, c'est quand même une sorte d'élément du patrimoine Haratin. On invoque aussi une flûte d'un type spécial, des tambours. Donc le chant de la musique semble offrir une direction d'identification spécifique au Haratin. Ça peut être une voie d'expression des esclaves. Ça peut être, même si par ailleurs, je crois qu'il participe également de l'intérêt pour la musique dite classique mort, qui est plus sophistiquée en un sens et qui est, elle, comme vous le savez, l'apanage ou le monopole des griots, enfin des anciens griots. Mais je ne vois pas d'autres éléments culturels très sans. Il y a une forme de danse aussi, avec des mimes de combat au bâton, comme ça, autour de certaines manifestations tambourinées. Mais tout ça est assez fragile pour l'instant. Je ne sais pas comment il va... Vous avez parlé un peu de l'enjeu politique, en fait, de la question. Est-ce que des figures politiques ont contribué à l'émergence un peu de ces revendications identitaires? Quelques leaders un peu charismatiques qui ont porté un peu ces messages-là? Tout à fait, oui. D'ailleurs, ça a commencé... La colonisation était essentiellement hiérarchique, comme vous savez. C'est-à-dire les indigènes étaient les indigènes. Et puis, comme disait Sartre dans sa préface au dernier de la Terre de Fanon, la Terre est peuplée de 400 millions d'hommes et de 3 milliards d'indigènes à l'époque. Mais, en même temps, les indigènes, pour les coloniaux, étaient indifféremment des indigènes, c'est-à-dire esclaves, anciens esclaves, noirs, blancs. Et il y avait quand même une colonisation républicaine. Moi, je dis toujours, elle était à la fois coloniale et républicaine. Et scolairement, du fait que c'est une langue étrangère aussi, l'apprentissage en français, a pu favoriser quelques petits miracles scolaires qui ont permis à des descendants d'esclaves de faire des études et de traverser donc ce plafond de verre qui traditionnellement était intraversable parce que d'essence presque caste. Et ce sont les premiers bénéficiaires de ces trucs-là qui sont devenus des notables par la suite, qui ont donné des gens comme ce leader d'El Hor, qui est devenu par la suite ministre, président de l'Assemblée nationale, etc., Massoud El-Bourkher, Boubacar El-Massoud lui-même, qui est le fondateur des SOS Esclaves, et participe de ce type de parcours. Le paradoxe par la suite, c'est que l'arabisation du système scolaire mauritanien à partir des années 73 a aussi été un facteur d'accès très important au monde Haratin à la base d'un système scolaire délabré, mais qui les a enrôlés en masse. Donc on a assisté à un début de pénétration des Haratin et d'exclusion en même temps, parce que ces gens étaient entrés dans le système scolaire, ils en étaient éjectés au niveau de la fin du primaire à peu près, en gros pour 80% d'entre eux. Et donc ça donnait des gens qui savaient lire un petit peu, qui étaient alphabétisés, mais qui connaissaient un petit brin le Coran, des choses comme ça, et qui ne trouvaient pas de voie d'accès à quoi que ce soit d'autre. Donc c'était aussi des gens mobilisables vraisemblablement. Est-ce que cette situation, parce qu'aujourd'hui on a vraiment un développement très séparé en termes de niveau entre l'école publique et les écoles privées en Mauritanie, au point même que j'ai déjà entendu un adage qui qualifie l'école publique l'école des Haratines. Est-ce que cette situation-là, qui va avec l'emploi dans des métiers particulièrement précaires de beaucoup de Haratines, comme les charretiers par exemple, est-ce qu'elle expose davantage ce groupe, par exemple, au discours islamiste radical? C'est un exemple qui est peut-être pas illustratif, je sais pas, mais si on regarde par exemple les attentats qu'il y a eu dans le pays depuis 20 ans, les 2 attentats suicides qu'il y a eu répertoriés, ce sont des gens du groupe Haratine. Voilà, est-ce que ce groupe-là est particulièrement ciblé, exposé au discours un peu islamiste conservateur On pourrait penser ça. Et il y a quelques indices d'ailleurs oui, celui que vous indiquez là sur les attentats, mais aussi l'influence d'un prédicateur un peu allumé qui s'appelle Sidi Yahya, qui a voulu instituer notamment imam un certain nombre de mosquées. Mais dont on entend les taximans écouter les cassettes. Exactement, très populaire parce que... Il parle un hassania très populaire. Oui, mais avec des niveaux de... Enfin, il joue beaucoup sur les registres de langue, en fait. Il combine de façon très ironique et humoristique un arabe classique parfait, coranique même, et les expressions les plus populaires de la langue, du dialecte hassania, ce qui lui donne son succès. Et d'ailleurs, mon épouse a fait un article qui montre un petit peu ce jeu de langage qu'utilise ce bonhomme.
Il aurait pu y avoir effectivement une influence de ces milieux islamistes radicaux sur ces mal formés en quelque sorte du système scolaire, ces débris sans espoir, d'une éducation inachevée, à peine amorcée même, et qui apprend quand même un petit peu des bribes de religion, parce que l'enseignement de base en Mauritanie, je crois que c'est fondamentalement une école coranique à peine modifiée, à laquelle les Hardis n'avaient pas accès dans le système ancien, parce qu'ils étaient voués dès les plus jeunes âges au travail manuel sans aller même à s'alphabétiser. Mais on voit un petit peu le recrutement des partis islamiques, enfin de Toronto notamment, je crois que même leur leader actuel officiel, je crois, est issu de cette communauté. Je ne suis pas suffisamment au courant du niveau de recrutement qu'ils ont. L'identité comporte souvent une composante religieuse presque indispensable, parce que, comme disait un peu Durkheim, la religion c'est la communauté agrégée. Et donc les Haratines, comme tout le monde, ont besoin de foi religieuse ou de quelque chose, semble-t-il, quelque chose qui ressemble à ça. Et il est possible que la conjonction entre ce type de quête et le niveau de formation médiocre, et en même temps la déréliction et le malheur social dans lequel il vit globalement, tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent générer potentiellement une tentation radicale possible, oui. Et en tout cas, au moins dans les jacqueries urbaines, qu'on peut légitimer aussi éventuellement par ce type de biais, si jamais l'occasion et l'opportunité s'en offrent. La musique que vous écoutez est un extrait de Maître, un style qui a été évoqué dans l'entretien que vous venez d'écouter. Les Maîtres sont des louanges à la gloire du prophète Mohammed, composées et chantées depuis longtemps dans les communautés d'esclaves et d'anciens esclaves en Mauritanie, même si pas uniquement. Depuis quelques années, parallèlement à la lutte politique pour les droits des Haratines, on observe une revendication identitaire qui permet de mettre en lumière les spécificités culturelles des communautés haratines, notamment pour se distinguer des communautés maures avec lesquelles elles partagent la langue hassania et bon nombre d'habitudes et de modes de vie. Depuis 2014, le festival de Maître participe de cette dynamique en consacrant chaque ramadan ce genre musical autour de groupes venus de tout le pays. C'est un moment symbolique fort et qui réunit plusieurs milliers de personnes. C'est pourquoi nous sommes allés, le 25 mars 2021, à Nouakchott, à la rencontre de Mohamed Ali Bilal, président de l'association Teranim pour les arts populaires, qui est à l'initiative de cet événement culturel de grande ampleur. Avec lui, nous sommes revenus sur le sens et la place du Maître dans l'émergence d'une identité haratine. Il commence par nous expliquer la diversité et les caractéristiques de ce genre musical. Dans les maîtres, il y a quelque chose, on dit des écoles, il y a des écoles de maîtres. Ah, okay. Il y a l'école du Sud, il y a l'école du Nord, il y a l'école des Milliers. Chaque école, il y a son style, comment, c'est-à-dire les pratiques, donc comment il pratique cet style de musique. Quand au niveau d'Adral, les majorités, toujours les hommes qui chantent les maîtres. Parfois, il y a des femmes qui assistent, mais c'est pas eux qui prennent, c'est-à-dire l'artiste principal de la soirée ou quelque chose comme ça. Dans les sites, la majorité, toujours les hommes, c'est eux vraiment qui prennent, c'est-à-dire les chefs d'orchestre ou bien les guides, le médah principal. Au niveau de Inchiri, donc avant, avec Georgette Inchiri, c'est les femmes. Donc, ça dépend vraiment des régions, quoi, comme ça. Voilà, les femmes, c'est elles qui dirigent la séance dans l'historique de le maître. Maintenant, en ville, tout est mélangé. Donc voilà, il n'y a pas un règle. Tu peux avoir que des femmes chantent le maître, parfois, tu peux avoir que les hommes chantent le maître, parfois un mélange. Mais nous, au niveau de Taranim, on essaie toujours de mélanger les deux pour donner l'importance du genre dans tout ce qu'on fait. En termes d'instruments, ça se caractérise comment le maître? Il peut y avoir juste un tambour par exemple, ou il y a d'autres instruments qui viennent se greffer? Il est passé par beaucoup d'étapes. Les gens avant, il n'y a pas de tam-tam. Parfois, ils chantent. Ils applaudissent par exemple? Voilà.
avec Selma. Parce que l'applaudissement intervient beaucoup dans... Exactement. Non, ça c'est un élément très important dans, c'est-à-dire la scène d'Elmed. Parfois sur un bidon, donc ce qui est connu c'est les tam-tam. Et parfois les tam-tam, il y a différents styles de tam-tam. Il y a les tam-tam qui est fait sur un berrique, il y a les tam-tam qui est partout. Et après, il y a la flûte encore qui est devenue un élément très important dans les maîtres, dans quelques régions. Et après, il y a les guitares encore électriques, que parfois, il y a des jeunes qui maîtrisent, jouent sur les guitares. Voilà, donc il est devenu un style musical et on peut utiliser tout, c'est-à-dire les éléments de la musique moderne avec le med. Mais ça dépend de la demande. Est-ce qu'on veut vraiment un med traditionnel à 100% ou bien on veut vraiment une musique qui peut regrouper tout le monde. Nous, au niveau des Taranim, chaque fois, on regarde notre cible, c'est qui? Est-ce que vraiment notre cible, c'est les jeunes? Et c'est quoi la réponse? Ça dépend des événements, peut-être? Oui, ça dépend des événements, ça dépend des projets, ça dépend des moments. Comme exemple, dans le mois de Ramadan, durant les 6 éditions du festival, quel est Tam-Tam? La dernière édition, on a ajouté Nefare, on a ajouté la flûte pour la dernière édition. Mais pour préparer, c'est-à-dire les publics des Tarani, parce qu'on est dans le mois de Ramadan déjà, donc les gens ils viennent. Vous restez sur un style plus pur, plus proche de l'original, quoi. Voilà, exactement. On veut vraiment garder tout le monde, on veut garder les enfants, on veut garder les familles, parce que dans les festivals d'Elmed, parfois tu trouves toute une famille. Le père, la maman avec les enfants. Et ici en Mauritanie, parfois il y a des gens, ils n'écoutent même pas la musique de haram. Et surtout encore haram avant le Ramadan. Ici on rentre dans le Ramadan, il devient haram fois 2 ou fois 3 chez eux. Donc nous on regarde toutes, c'est-à-dire ces aspects pour capter tout le monde. Est-ce qu'on trouve des styles de... Alors tu le définissais comme un style de musique mais aussi spirituel. Est-ce qu'on trouve des styles un peu qui se comparent dans les autres pays de la région comme le nord du Mali par exemple ou ailleurs, ou le sud de l'Algérie comme ça? On trouve des styles un peu similaires ou pas? Voilà, moi je crois que le med, on le trouve dans presque toute la sous-région. Voilà, Maroc, Algérie, Mali, Niger, Soudan. Parce qu'il y a des communautés qui sont un peu équivalentes aux Haratines, mais du côté des Touaregs. Exactement. Ils ont développé aussi des styles un peu similaires. La manière peut être différente, mais voilà, moi je crois que... Est-ce que là-bas, il y a par exemple des organisations comme ton association qui ont su les valoriser? Toi, tu entends parler de ça ou? Bien sûr, j'ai beaucoup de relations même avec d'autres associations dans le Maroc, dans l'Algérie. Comment le festival ou même ce style est perçu ou reçu par le public? Est-ce que tu as vu une évolution du public depuis les premières éditions? Oui, exactement. Quand tu regardes la première édition, 200, 300 personnes. 2019, il y a plus de 5000 personnes par nuit. Donc, quand tu regardes dans les téléviseurs maintenant, toutes les chaînes téléviseurs maintenant, la nationale, les 3 chaînes privées, chaque soir, ils divisent les maîtres. Qui est notre maître encore? C'est un gros changement. Parfois, c'est notre production. Donc, c'est nous qui les filment, c'est nous qui les montent. Et on le donne gratuitement parce qu'on veut vraiment valoriser. Quand tu regardes notre chaîne YouTube, il y a plus de 465 vidéos de différents styles, pas les maîtres seulement, différents styles de musique de Haratin. Il est regardé plus de 10 000 abonnés dans notre chaîne télévisée. Il est regardé par tout le monde. C'est la même chose pour page Facebook. WhatsApp, les maîtres, ils circulent, donc notre production. Il circule maintenant dans les WhatsApp, n'est pas voilà. Donc, et maintenant, on n'a pas besoin de faire mobilisation, sensibilisation autour de nos activités. Les gens ils suivent la page de Tarani. Donc, quand je poste quelque chose de même, donc tout le monde il demande les liens, demande tout. En 2015, j'ai amené quelques jeunes que je connaissais donc, juste pour rappel, donc en Mauritanie, il y a plusieurs communautés et parmi les communautés qu'on qualifie souvent de négro-mauritaniennes, il y a Peul, Wolof, Soninké. Et les jeunes que j'ai ramenés étaient issus de la communauté Peul. Ils découvraient ce festival, ils n'en avaient pas du tout entendu parler et on a l'impression des fois qu'il y a vraiment un décalage entre le monde hassanophone
Avec et les autres qui pourtant ont pris plaisir à venir écouter. C'est vrai, tu le vois à tous les niveaux, dans les écoles. Maintenant, il y a des écoles les Wolof, il y a les écoles des Polars, même parfois maintenant c'est plus pire que tu trouves des écoles des tribus. Ça c'est vrai, ça c'est vraiment c'est le vrai problème de développement de ce pays. Pour résoudre ce problème, moi je crois qu'il faut une volonté de l'État. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on joue beaucoup sur ce problème, mais je crois que l'école normale, l'école de l'État, l'école publique, elle est devenue, c'est-à-dire une importance urgente, parce qu'à partir de l'école, tout le monde, ils vont se connaître, ils vont se communiquer. Parce qu'il y a un grand problème, c'est le blocage, c'est langue, donc c'est langue qui bloque. Et nous, à notre niveau, c'est vrai, les premières années du festival, nous, on a déjà discuté ce problème. Et chaque fois, on cherche des solutions. Parfois, c'est des solutions pour cet événement qui vient de présenter. Pour le communiquer. Voilà, telle personne, il va inviter ses collègues de l'autre communauté. Moi, je vais inviter mes collègues de l'autre communauté pour qu'ils viennent. Mais ça, c'est une solution pour un moment, pour un moment. Ouais. Ce qu'on passe depuis 2 ans, depuis l'année passée, on passe de faire une soirée, on a appelé soirée la nuit de Mahab, l'île de Mahab. En français direct, c'est la nuit de l'amour. Donc, c'est quoi l'idée de cette nuit que tout le monde chante la prophète, mais avec des langues différentes. Ici des Poulard, ici des Wolof, ici des Griots. Ça, c'est un projet qu'on travaille de le faire. On espère que l'année prochaine, on va le faire. Donc, une soirée ouverte. Chaque communauté doit avoir un moment pour chanter, le mettre différemment de comment les Haratines ils chantent. À partir de ça, je sais, beaucoup de gens ils veulent venir assister nos soirées normales de mettre, mais peut-être ils ne comprennent pas ce que les médahs disent. Parce que parfois, même nous, on ne connaît pas beaucoup de ce que les gens disent, parce que parfois ils chantent, ils mélangent, ils coupent. Donc, c'est un hassania un peu. C'est un hassania, mais parfois. Voilà, c'est ça. Ça, c'est nous qui connaissons la langue déjà. Si on amène d'autres gens qui ne connaissent pas la langue, rester 3 heures de temps, 4 heures de temps, tu écoutes des choses que tu ne connais pas, ce n'est pas évident. Mouchkila. Donc, pour résoudre ce problème, pour que les gens ils connaissent ce que nous sommes en train de faire, on doit amener des choses et ils peuvent les comprendre. Et en même temps, on fait ce qu'on fait naturellement, mais on va inviter d'autres troupes, des Polars, de Wolof, de Soniké, des Griots même, des élèves de Meshaïr, Tijaniyin, donc les sophistes. Les sophistes. Donc on va chaque année faire une soirée spéciale. Et quand tu dis les griots, tu parles des morts de la caste des griots. Voilà, exactement. Ça donne l'impression que la communauté, par la culture, peut faire le pont entre les différentes communautés ici. Exactement, bien sûr. On croit bien que la culture et l'art peut être un pont entre, c'est-à-dire les autres communautés. Maintenant, ils assistent nos soirées. Parfois, ils ne comprennent pas beaucoup de ce que les gens ils disent, mais ils assistent parce qu'ils aiment cette culture, ils aiment cette musique. Si on mélange maintenant les autres dans les différentes communautés, je crois qu'on va avoir la communauté mauritanienne dans un lieu, en même temps, dans un moment. Qui peut réunir tout le monde. Qui peut réunir tout le monde. Et on peut toujours discuter autour de cette musique. Tout à l'heure, quand on parlait du style maître de l'histoire, tu disais que la difficulté de faire accepter un peu ce style, ça a un rapport avec la mémoire de l'esclavage. Comment tu vois le travail que vous faites par rapport à la dynamique qui est plus politique ou de l'identité, tu vois, de cette communauté? Est-ce que pour toi, c'est logique que les deux arrivent en même temps, par exemple? La question de la culture et l'art, elle était en retard par rapport de la question politique, économique. Maintenant, après, c'est-à-dire 10 ans de ce travail, tout le monde, donc, ils ont vu, avant, il y a quelque chose qui manque. Maintenant, il sort pour tout le monde. Tout le monde, ils ont attaché, donc, chacun attaché à sa identité. Parce qu'il sait très bien que son identité, elle est là. Son identité, c'est la tam-tam. Son identité, c'est Zakarat. Son identité, c'est Berbir. Son identité, Med. Son identité, l'Abed Dabou. C'est bon Dieu. Mes parents, avant, ils pratiquent que ça. Pourquoi moi? C'est vrai, moi, signé dans la capitale, ça fait, peut-être, je n'ai pas signé l'esclave, mais mes parents, ils étaient esclavés. Cet art-là, il doit encore
prendre la place. Les gens ils demandent la place politique, la distribution pour être la richesse et comme ça. Ouais, les inégalités. Voilà. La culture et l'art et l'identité des gens, moi je crois que c'est une priorité pour être tous. Les gens maintenant, ils parlent, on doit parler de la Mauritanie unie. Oui, c'est vrai, on doit parler de la Mauritanie unie. Mais on doit d'abord. Moi, c'est qui dans tout le monde qui est à côté de moi? Je ne suis pas Bidani, je ne suis pas Wolof, je ne suis pas Poulard, je ne suis pas Soniki. Moi, je suis Hartani. Si vous acceptez d'être Hartani à côté de vous, et à partir de maintenant, on peut parler de la Mauritanie unie entre toutes ses fils. Mais si vous me dites non, tu vas rester toujours Bidani pour être l'esclave de tel monsieur, voilà. L'importance pour moi, c'est le présent et l'avenir. Je suis Hartani. Et dans l'avenir, je vais rester comme ça. Et mes enfants, ils vont grandir comme des Haratines, pas des Blancs, pas des Bidani. Il y a un problème d'histoire, comme j'ai dit au début, que l'histoire, donc, il était écrit par des gens dans cette communauté. Donc, ils ont écrit l'histoire comme ils veulent. Ils ont supprimé beaucoup de choses. Ouais. L'histoire est politique aussi, c'est pas une science neutre. Exactement. Nous arrivons au terme de cet épisode, le premier d'une série de 2 podcasts consacrés à la question haratine en Mauritanie. On remercie le professeur Abdel Wedoud Oulcher et Mohamed Ali Bilal pour le temps qu'ils nous ont accordé et pour leurs premiers éléments de compréhension qui, je l'espère, vous ont été utiles. Dans le prochain épisode, nous aborderons la problématique des droits qui touchent cette communauté d'anciens esclaves, les haratines. Droits juridiques, mais également droits économiques et sociaux. D'ici là, on termine en musique avec un autre extrait de Maître. Nous vous mettrons sur la page du blog les liens de la chaîne YouTube de l'association Terranim pour les arts populaires. A bientôt et gardons nos lanternes allumées.